Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Bonsoir à tout le monde. On est ce soir, jeudi 19 décembre 2024, à la galerie Françoise Besson à Lyon, où est présentée une exposition de la photographe Yveline Loiser avec un commissariat de Michel Poivert. L'exposition est d'ailleurs visible jusqu'au 11 janvier 2025, donc j'invite tout le monde évidemment à venir la voir. Mais on est là autour d'un autre objet, qui est un livre qui s'appelle Clairvivre, une ville de clarté, de travail et de gaieté. Un livre qui est tout récemment publié aux éditions 205 dans la collection à partir de l'Anthropocène, publié en novembre de cette année. Et ce livre, donc, il présente le travail photographique d'Yveline Loiser au sein de la cité sanitaire de Clairvivre, qui est un lieu de soins et de réinsertion sociale pour des personnes adultes en situation de handicap. Et ce livre et ce travail photographique est entouré de deux textes, celui du philosophe Jean-Philippe Pierron et celui de l'historienne Raphaëlle Saint-Pierre. Et je suis entourée moi-même de deux de ces auteurs, donc Yveline Loiser et Jean-Philippe Pierron. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, avant d'engager cette conversation, je dirais quelques mots sur Clairvivre, puisque tout le monde ne connaît pas Clairvivre et que Raphaëlle Saint-Pierre n'est pas là pour nous en parler en détail. Donc, je le disais, c'est une cité sanitaire livrée en 1933, donc il y a presque un siècle, à Salagnac, en Dordogne. Et c'est un village, c'est une sorte de village parfaitement autonome, organisé autour de principes qui avaient tout leur succès à l'époque, des principes hygiénistes, bien sûr, de confort aussi et de convivialité, de liens très étroits avec la nature environnante et d'une esthétique architecturale moderne, puisque son architecte, Pierre Forestier, était un élève d'Auguste Perret, à qui on doit... Parmi ses œuvres, il y en a une qui est très très connue, qui est le centre-ville du Havre, qui avait été entièrement rasé au moment de la libération, au moment de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et cette cité, elle était initialement destinée aux soldats dont les poumons avaient été fortement détériorés par la Première Guerre mondiale. Et puis, il est devenu un sanatorium après la Seconde Guerre mondiale, où il sévissait une autre maladie du poumon qui était la tuberculose. Et jusque dans les années 1980, les années 80. Et aujourd'hui, ce sont des personnes, donc je le disais tout à l'heure, en situation de handicap, des adultes. Et je ne sais pas d'ailleurs s'il y a encore leur famille, parce qu'au départ, c'était des malades et accompagnés de leur famille, donc je ne sais pas, mais on en parlera plus tard. Yveline Loiser, je vais commencer par vous. Qu'est-ce qui vous a mené en photographe à Clairvivre ? Alors d'abord, c'est, je pense, une histoire d'amitié, comme souvent, c'est-à-dire qu'une amie qui était avec moi à l'école d'art, l'école de photographie d'Arles, m'a emmenée un jour à Clairvivre, puisqu'aujourd'hui elle travaille pas très très loin de cette cité. Et quand je suis arrivée sur ce site, j'ai immédiatement pensé que tout ce qui anime en fait mon travail depuis de nombreuses années était présent là, c'est-à-dire la vie collective, la manière dont on vit dans et par une architecture, la question du soin, et puis aussi la présence de la nature, enfin du grand paysage. Et donc j'ai pris contact en fait avec l'établissement public de Clairvivre, proposant d'élaborer un projet, et j'ai sollicité une aide en fait du Centre national des arts plastiques que j'ai obtenu. Donc j'ai obtenu donc l'année suivante le soutien à la photographie documentaire contemporaine du CNAP, qui m'a permis de mener à bien ce projet. Donc ça a vraiment été
cette amitié ancienne de l'école d'art, et puis cette rencontre aussi, puisque les personnes avec qui j'ai dialogué avant même le lancement du projet étaient tout à fait ouvertes et enthousiastes. Et voilà, donc j'ai lancé le... Ça veut dire que c'est une initiative de votre part? Voilà, c'est ça. C'est une initiative de ma part, parce que j'ai beaucoup travaillé ces dernières années autour de la vie collective, et notamment de la question du soin à l'hôpital psychiatrique. J'ai aussi beaucoup travaillé dans des établissements scolaires ou autour de la question de qu'est-ce que c'est qu'habiter, notamment à Lyon, à la Duchère. Et finalement, il y avait un écho dans cette rencontre avec cette cité, avec mes préoccupations. Et est-ce qu'ils ont été surpris? Oui, ils ont été surpris, surtout du fait que j'habite quand même à quelques centaines de kilomètres de Clervivre, et puis cet intérêt aussi pour cet endroit d'un point de vue aussi artistique, en fait, que tout cela puisse entrer dans une démarche artistique. Oui, parce que je crois que Clervivre a été labellisé patrimoine 20e. Donc, il avait déjà, en tout cas, ils avaient pleinement conscience que c'était un patrimoine architectural, en tout cas, qui avait une certaine reconnaissance. Mais le fait qu'une artiste s'intéresse à ce travail-là, qui n'était pas un travail strictement d'architecture, parce que finalement, on y viendra plus tard, mais c'est pas ça votre sujet. C'est pas de photographier l'architecture. Jean-Philippe Pierron, dont vous avez écrit dans ce titre, Clervivre, et vous écrivez que cette cité donc, qui s'allie à la nature fut pensée comme un immense poumon réparateur. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est quand même des malades du poumon qui sont venus ici, et donc des malades du poumon notamment issus de la Première Guerre mondiale. Et on le sait, cette Première Guerre mondiale a inauguré une phase de destruction absolument massive, avec l'usage d'une chimie inédite, et notamment dirigée directement vers les milieux. Hein. Et donc, d'ailleurs, qui a été reprise avec beaucoup de succès par l'agro-industrie, notamment ensuite. Et donc, pour attaquer les hommes, on a rendu les milieux irrespirables. Hein. Et cette question de l'air qui traverse aussi d'ailleurs vos photographies, Evelyne Loiseur, j'aimerais que vous nous en parliez, cette chose inaugurale, hein, d'une époque que certains appellent anthropocène, que j'appelle anthropocène, mais qui est cette chimie qui attaque les milieux pour attaquer, qui rend les choses inhabitables, pour faire simple. Oui, en fait, vous dites tout. Hein, donc, il n'y a qu'à se laisser respirer pour comprendre ce que vous venez de dire. Ce bâtiment et cette structure, nous la recevons un siècle après. Et un siècle après, donc je vais revenir sur votre question, mais un siècle après, nous avons vécu, nous, le Covid, où on a fait l'expérience de ce que c'est qu'un monde irrespirable. C'est-à-dire que nous avons fait l'expérience que la première hospitalité pour un humain qui vient au jour, après le milieu aqueux, c'est le milieu atmosphérique. Et donc, en fait, venir au monde, c'est venir à l'air. Et donc, la première hospitalité du monde, c'est l'hospitalité de l'air, de l'atmosphère, d'un monde respirable. Et donc, à contrario, qu'est-ce qui se passe quand on ne peut plus respirer? Alors que cette question, elle vaut pour nous aujourd'hui. Elle n'est pas que métaphorique. Il y a parfois les ambiances qui sont irrespirables. Elle est d'abord, en fait, physique dans son exigence. Et de fait, le Clervivre, même si ça sonne d'abord la vie, ça sonne aussi la mort. Donc, il y a Clervivre parce qu'il y a clairement une volonté de faire mourir en attaquant précisément le fait que pour être vivant, nous avons besoin de respirer. Qu'est-ce qui se passe quand les atmosphères sont irrespirables? Et effectivement, les gaz en fait, qu'on a utilisés à Ypres et ailleurs pendant la Première Guerre mondiale, qui ont créé des pathologies du poumon, qui ont rendu nécessaire en fait cet espace qu'on a créé en fait suite à ce constat désastreux, donc dans les années à la fin des années 20, début des années 30. Elle questionne ça, c'est qu'en fait effectivement une façon particulière de faire la guerre dans la double dimension que vous indiquez, c'est qu'à la fois dans sa dimension politique
lorsqu'un pays en attaque un autre. Donc une façon de faire la guerre, c'est à la fois, effectivement, c'est s'attaquer aux humains et s'attaquer aux conditions d'une humanité possible, ce qu'aujourd'hui on appellerait des écocides. Hein. À la frontière ukrainienne et russe, la guerre continue, mais en fait, elle a attaqué, là pour le coup, la question de l'eau. Hein. Il n'y a pas si longtemps, on a fait sauter un barrage. Bon. Mais au fond, une des formes possibles de la guerre, c'est plutôt que de s'attaquer au corps, plutôt que s'attaquer directement au corps, eh bien, c'est s'attaquer aux milieux au sein desquels, en fait, ces corps se déploient. Et ces milieux, ils peuvent être aquatiques ou ils peuvent être ceux atmosphériques. Et donc, de fait, quand vous évoquez la question de l'agro-industrie, c'est que ce qu'elle dit, c'est que nous vivons, nous, paisiblement, sur un monde que nous avons pacifié parce que nous attaquons précisément avec toutes ces catégories qui sont construites sur le mot « id », pesticides, raticides, herbicides. Enfin, quand on fait la liste, c'est assez effrayant. Hein. La vie qui nous est rendue possible, elle est rendue possible sur un fond létal, dont la traduction, qui est la traduction d'une guerre dans le champ agro-industriel qui s'est déployée ailleurs. Donc, de fait, Claire vivre dans l'apparente douceur, ou la trouble douceur enveloppée que les photos d'Yveline mettent au jour, elle porte aussi dans son enveloppe, un linceul, qui est celui de l'attaque justement à cette manière de faire monde, qui est celui de l'hospitalité atmosphérique. Peut-être une réaction sur cette question de l'hospitalité, parce qu'il y a une vraie contradiction. C'est-à-dire qu'on est, si je reviens au début de l'histoire, il y a cette guerre effroyable, d'ailleurs cette période d'entre-deux-guerres, donc là on est vraiment dans une période qui succède d'ailleurs une autre guerre. Donc on est dans une période d'une brutalité sans nom, avec l'inauguration de technologies, et notamment aidées par la chimie, qui vont pouvoir accélérer les choses et entrer dans l'écocide dont vous parlez, Jean-Philippe Piron. Et en même temps, on a des hommes et des femmes d'ailleurs, très probablement, mais là on n'a pas les protagonistes femmes qui donnent une énergie absolument incroyable pour construire et faire vivre ce lieu de réparation et de soins dans un très très bel endroit. Et on voit bien cette tentative réussie d'ailleurs, parce que ça a marché, parce que ça a presque un siècle, ça reste toujours un endroit de réparation et de soins et d'alliance entre l'ensemble des vivants. Et pourtant, ça succède à des choses effroyables. Et comme vous parliez de l'Ukraine, donc je ne pensais pas l'aborder, mais on voit bien qu'on est dans un truc qui voilà, on fait sans cesse ces espèces d'allers-retours. Alors ça paraît minuscule, cette énergie, mais voilà. Donc peut-être une réaction par rapport à ça, ce que notre espèce est capable de faire. Peut-être que la réaction pourrait être de rappeler en fait l'origine du titre du livre. Oui, allez-y. C'est-à-dire que c'est donc le fondateur et celui qui a initié ce projet, qui s'appelait Albert Delsuc, qui était lui-même un ancien combattant de la Première Guerre mondiale et qui était à la tête donc d'une fédération d'anciens combattants, qui a souhaité lancer donc ce projet. Et je trouve que les mots aussi sont importants, c'est-à-dire la clarté, évidemment, le renvoi à la fois à la question de la lumière, qui est une question aussi très photographique, mais qui est aussi une question très importante quand on est dans le grand paysage, notamment à Claire vivre. Et puis, la clarté, ça porte un petit peu, peut-être pour rebondir sur ce que disait Jean-Philippe, cette histoire de linceul, ça renvoie aussi, pour moi, la clarté à ces sortes de radiographies que provoquent les ombres sur les petits immeubles de Claire-Vivre. On a comme ça une sorte de radiographie des arbres, les ombres portées des arbres sur les bâtiments, qui finalement sont une sorte de souvenir de ces radios et ces ramifications des poumons, finalement, en plus en noir et blanc, en négatif, enfin toutes ces choses-là. On peut aussi évoquer évidemment le travail, puisque
c'est le point de vue que j'ai choisi de travailler autour du geste professionnel. Et puis la gaieté, c'est-à-dire aussi cette sensibilité, cette relation sensible à la nature, qui a quelque chose qui met un peu le regard en joie quand on est à Clairvivre. Justement, Yveline, on va continuer un petit peu avec vous. Vous en avez parlé tout à l'heure, un peu plus tôt. Vous dites que vous avez trouvé à Clairvivre tout ce qui constitue votre démarche artistique, la vie collective, la question du soin, la possibilité d'une relation avec l'ensemble du vivant. Certains diraient humain, non humain, on peut le dire de diverses manières, ou la vie végétale et animale. Bon, peu importe. En tout cas, une question de saisonnalité aussi. C'est quelque chose qui habite beaucoup vos photographies. Et Jean-Philippe Piron aussi parle de cette question de la saisonnalité. J'aimerais qu'on s'arrête un peu là-dessus, sur cette question, parce que cette résidence, elle a duré 1 année, je crois. Donc, elle vous a permis de traverser 1 année de saisons successives et avec des transformations de paysages qui sont importantes. Et puis les personnes, on le voit bien dans leurs vêtements, dans leur corps, même par rapport à la question de l'air qu'on évoquait tout à l'heure. C'est pas pareil l'été que l'hiver. On a des attitudes différentes. Arrêtons-nous là-dessus, sur cette question de la saisonnalité, ce que ça a produit sur vous, dans ce travail photographique, bien sûr. Et puis après, j'aimerais que Jean-Philippe Piron en parle. Alors, en photographie, les saisons évoquent évidemment la question de la lumière. Et la lumière, c'est quelque chose qui a une couleur. Donc, selon les saisons, la lumière prend une coloration extrêmement différente. Les saisons, c'est aussi ce qu'on peut imaginer ou vivre quand on est à Clairvivre, c'est-à-dire qu'on a l'impression que tout à coup la vision devient presque touchée puisque les saisons et la nature a comme une sorte de toucher sur le paysage en enveloppant les paysages dans du brouillard, dans de la brume, en provoquant une sorte de condensation sur les vitres des serres, par exemple, en allongeant terriblement les ombres sur les bâtiments. Donc c'est vraiment quelque chose qui donne un rythme. Et je suis très attachée à cette question du rythme. Si on devait, je ne sais pas, citer Verlaine, on parlerait de la musique avant toute chose. Et il parle aussi de cette question de l'impair qui est plus vague et soluble dans l'air, dit-il, et où rien ne pèse en fait. Donc les saisons, c'est aussi ça, c'est aussi cette manière de vivre dans une poétique des éléments naturels. Oui, Jean-Philippe Piron, sur cette question des saisons. Oui, j'en partirais de ce qui vient d'être dit sur la question du rythme. Je pense à Bachelard, en fait, dans un livre qui s'appelle La dialectique de la durée, où il a cette formule, il dit le calendrier des fruits et le calendrier de ce il invente une méthode qu'il appelle rythme-analyse. Et peut-être qu'on pourrait dire que dans ton travail, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une rythme-analyse, si on se met d'accord sur le fait que le rythme, c'est pas la cadence. Là où la cadence a tendance à penser le temps sur un mode métronomique homogène, le rythme, d'abord, il est à chaque fois singularisé. On ne peut pas penser le rythme. Le rythme, on est obligé de le vivre. C'est qu'on peut, si on fait de la musique, on peut toujours dire voilà, il faut que je joue à 120, mais après, comment je le joue? Et en fait, donc entre le temps qu'on mesure et le temps en fait qu'on vit, il y a cet écart. Et au fond, il y a une forme de rythme-analyse dans le travail d'Yveline. Et effectivement, la question de la saisonnalité, elle a énormément été repensée en philosophie de l'environnement. Et bon, il y a un auteur un peu célèbre de ce point de vue-là, enfin très célèbre, donc qui est Aldo Léopold, dans un petit texte qui s'appelle L'Almanach d'un Comté des Sables. Et en fait, pour les urbains que nous sommes devenus, pour les métropolitains que nous sommes devenus, en fait, la question de la saisonnalité est devenue plus un problème qu'une chance. Manque de peau, il pleut beaucoup ce soir, ou bien il y a trop de neige. Enfin bref, la saisonnalité, elle réinstalle de l'accident
de l'imprévu, de l'hétérogène dans un monde qu'on voudrait, pour pouvoir le maîtriser, homogène et standard. Hein. Donc l'almanach, c'est une catégorie de paysans, si on peut dire, une catégorie de jardiniers, mais qui est une catégorie critique d'une autre façon de vivre le temps, pour nous, qui est celui du planning. Hein. Et en fait, dans le temps du planning, moi je prends souvent cet exemple, c'est en fait, j'ai malheureusement, même si c'est pratique, à ma disposition un smartphone, vous prenez votre smartphone, il est possible avec votre smartphone de prendre un rendez-vous dans le planning du smartphone pour 2060. C'est aberrant, je serais mort depuis longtemps, mais c'est probable, mais c'est déjà possible. C'est qu'en fait, nous pouvons planifier. Mais en fait, quand on planifie, on fait comme si le temps n'existait pas, puisqu'on le réduit à de la géométrie, celui d'un repère orthonormé qu'on peut dilater à l'infini. La saisonnalité, c'est le contraire du planning. Hein. C'est-à-dire que c'est remettre de l'hétérogène, la question des rythmes personnels, individuels, donc des rythmes collectifs, des grands rythmes, des rythmes calendaires, hein, ceux des solstices, il y en a un bientôt qui arrive, et en fait, qui dit que le temps humain, c'est un temps social, mais en même temps un temps cosmique. Et sauf que effectivement, c'est peut-être ça ce qu'on appelle l'anthropocène, c'est croire qu'on peut coordonner à l'échelle planétaire une temporalité qui fonctionne tout le temps. D'ailleurs, c'est celle qui fonctionne tout le temps, celle qui fait que pendant que je dors, je vais recevoir des mails, ou celle qui fait que pendant que je dors, on va continuer de vendre et d'acheter en bourse à l'échelle internationale en fait des placements. Mais cette temporalité-là, c'est une temporalité hors sol, paradoxalement, ou hors temps, justement. C'est un temps hors temps, parce qu'on appelle le temps réel du temps de la machine ou de la méga-machine, c'est un temps sans rythme. Et de cette façon, le travail d'Yveline, c'est une espèce d'oasis, d'une structure flottante, on ne sait pas trop où c'est, enfin on sait où c'est, mais on ne sait pas quand c'est, d'une certaine manière, parce que précisément, la question du quand c'est une temporalité qui ralentit, qui réinstalle des histoires de vie, et en fait, des histoires de vie qui sont aussi des histoires blessées, hein, celles des blessés de la Première Guerre, celles de ces histoires de vie de ces personnes qui travaillent qui sont les vulnérables. Enfin, mais au fond, j'aime pas du tout dire ça. En fait, il faudrait que je les fasse, hein, parce qu'en fait, ceux qui sont les vulnérables, c'est très problématique parce qu'en fait, quand je dis ça, je laisse croire en fait que les vulnérables, ça serait ces personnes qui bossent en ESAT et qui sont des travailleurs dits handicapés. Mais quand on dit ça, on fait comme si la vulnérabilité était toujours chez les autres. Alors que le travail, finalement, de façon tout en dentelle et en finesse, mais le travail d'Yveline, c'est de rappeler que la vulnérabilité, c'est quelque chose que nous avons en partage. On aimerait bien que les vulnérables, ça soit les autres. On ne veut pas l'être. Hein. On n'a pas du tout envie d'être vulnérable. Et en même temps, quand on l'oublie, de cette façon, on fabrique des horreurs. Hein. Donc, voilà. Donc la question de la saisonnalité, en nous renvoyant nos rythmes personnels, elle réinterroge justement comment nous vivons le temps. Et pour vivre le temps, nous le vivons d'un tas de liens qui nous font être et qu'il faut subtilement oser reconnaître. Et une partie de ce travail, c'est de se dire que ce qui me fait vivre, ça peut être une poule, ça peut être une plante, mais ça peut être la qualité du nombre, ça peut être l'ambiance en fait d'une odeur de terre. Bref, ce qui nous rend vivants, au sens large, ou ce qui nous rend existants, c'est une qualité infinie de liens qui font effectivement que c'est ça la vulnérabilité. C'est la conscience de ces interdépendances qui nous font être. Mais ça nous rend peut-être moins vulnérables d'en avoir conscience. Oui, c'est que voilà. Alors, ce qui fait qu'effectivement, ça forcerait à ce moment-là de discuter la catégorie de vulnérabilité. Oui. C'est-à-dire que dans les usages sociaux que nous faisons de la vulnérabilité, en fait, c'est une catégorie finalement épistémologique qui sert à classer les personnes pour dire dans quel dispositif on va les mettre. Vous êtes dépendant, personne âgée dépendante, on va classer votre taux de GIR, groupe isonomé ressources, et vous avez un GIR de 1 à 5, et on vous dit, vous serez EHPAD, étage 3. Mais en fait, on fait ça pour les personnes âgées, on fait ça pour les enfants, on fait ça pour les personnes sans emploi, on fait ça pour les personnes incarcérées. Enfin, bref, la catégorie des vulnérables, c'est une catégorie qui consiste à dire, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se tenir dans le monde tel qu'on l'a fabriqué. C'est d'un monde dont on pense que pour se tenir, il faut se tenir tout seul. C'est une conception d'une autonomie exaltée. Si effectivement, donc on m'a dit il y a un conflit entre une conception de l'autonomie exaltée eu égard à une conception relationnelle de l'autonomie qui consiste à dire être un sujet, c'est être un sujet conscient de tous les liens qu'ils font être. C'est ça être vulnérable. Donc la vulnérabilité non pas comme un défaut, mais comme une ouverture aux liens. Mais oser dire finalement que
un arbre comme une branchie qui vient caresser une façade, ça m'aide à exister. Si c'est pas Cucu la praline, ça pose la question, quel type de monde faut-il construire pour reconnaître que ça, c'est important? Et là, c'est décisif. Alors justement, pour rebondir sur ce que vient de dire Jean-Philippe Piron, justement, dans votre travail photographique à Clairvivre, on a vraiment l'impression que justement, ces liens-là sont importants. Et notamment, alors moi, je n'ai pas pensé à la vulnérabilité de ces adultes qui habitent Clairvivre, j'ai pensé à plutôt une forme d'insularité, parce que Clairvivre est en dehors de la ville. Bien que nous soyons tous des urbains, elle est quand même en dehors de la ville, en pleine campagne. Et ils sont en lien. On sent, en tout cas dans le travail photographique, on sent ce lien permanent entre eux. Par exemple, je vais dévoiler des choses pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance d'avoir ce livre, mais il ne faudra pas nous quitter sans l'avoir, hein, parce que ça paraît évident. Les photos sont en vis-à-vis. On a toujours un portrait d'un adulte qui vit à Clairvivre et qui est un portrait où on le voit au travail. C'est-à-dire on voit, il y a une poule, il y a un sécateur, etc. Il est dans des habits de travail. Voilà. Et puis, en vis-à-vis, on a toujours une image, justement, un arbre, une ombre d'un arbre sur un paysage. On a cette nature. Alors, c'est compliqué de parler de nature, mais bon, peu importe. Et donc, ça installe dans cette page, dans cette double page, ça installe un lien. Et voilà, je voulais que vous nous parliez de ça, Evelyne Loisel, parce que je pense que cette question-là, que vous avez voulu, que vous avez peut-être entendu, que vous avez peut-être perçu, de lien entre ces personnes, leur travail, leur mission, les lieux où ils sont installés, les lieux où ils vivent, les lieux qu'ils habitent, tout ça fabrique non seulement du lien, mais fabrique aussi des situations de réparation et de soins, il me semble. Oui, alors pour revenir sur peut-être la question de la vulnérabilité aussi, pour faire juste une petite précision, il est évident qu'on ne peut pas nier les difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap, notamment au niveau du travail, puisque c'est ici ce qui fait l'objet aussi de ce livre, le geste professionnel. Mais effectivement, comme vous le soulignez, on est... je considère toujours, peut-être en plagiant un peu quelqu'un comme Rancière, on est toujours en réalité participant à plusieurs mondes. Donc on n'est jamais seulement une personne en situation de handicap, on est aussi un amoureux, une amoureuse, un ami, une amie. C'est ce qu'on peut voir aussi dans le travail qui est présenté dans le livre. On est aussi une ouvrière et un ouvrier avec un certain nombre de compétences qui sont en général à Clairvivre en relation avec le grand paysage. Dans le texte, Jean-Philippe évoque la question de maisonnée et je trouve que les ZAD, c'est aussi un peu ça parce que c'est à la fois un établissement de soins, de réparation, mais aussi une sorte de petite entreprise puisqu'il y a aussi un maillage économique qui est fait à partir de ce qui est produit en fait sur ce territoire, mais un maillage local. On produit des fruits, des légumes. On les vend dans une petite boutique qui se trouve à côté du garage, ce qui fait qu'on rencontre des gens, puisque tous les ateliers sont en fait tenus par des personnes en situation de handicap mental. Donc on voit passer des gens qui achètent, on discute, on répare, on nettoie des voitures. Donc il y a aussi quelque chose d'ouvert dans la relation sociale à Clairvivre, autant avec le paysage qu'avec les habitants de cette région. Donc on est tout à fait à l'inverse de ce qu'on pourrait dénoncer dans tous les enjeux de l'Anthropocène en fait. Et puis le rapport les relations avec le grand paysage, c'est vrai que c'est quelque chose qui
qui soigne d'une certaine façon. On s'en rend compte quand on y va régulièrement, qu'on y vit un certain temps, puisque j'étais logée et nourrie à Clairvivre lors de mes venues mensuelles dans cette ville. C'est-à-dire qu'à chaque instant, on se trouve face à ce paysage. Quand on chemine, donc c'est à flanc de colline, la vue est absolument extraordinaire. Donc il y a quelque chose de très apaisant dans ce regard que porte sur nous finalement le paysage, parce que le regard, c'est ça aussi, c'est pas seulement voir, c'est regarder, c'est aussi cette réciprocité, et on a l'impression qu'aussi le paysage nous regarde. Très beau ce que vous venez de dire. Alors justement, pour poursuivre dans cette veine, Jean-Philippe Piron, vous êtes professeur en philosophie de la vie, de la médecine et du soin. C'est vraiment votre objet de recherche. Et là, on a parlé de ces rapports entre notre espèce, on va dire, et son milieu. Et Evelyne a construit donc 2 chemins, on le voit dans ses photos, hein, 2 chemins de travaux photographiques. Mais est-il possible aujourd'hui encore de séparer justement humain et non humain? Je pense à un de vos précédents livres, Je est un nous, enquête sur nos interdépendances avec les vivants, donc on publié chez Actes Sud il y a 3 ans. Voilà, comment peut-on aujourd'hui parler de ça, c'est-à-dire nous et les milieux dont nous sommes totalement interdépendants et qui aujourd'hui sont effectivement suffisamment abîmés par endroits pour qu'on puisse parler de crise d'habitabilité en fait de notre planète. Alors, si je retiens le début de la question, oui. Est-ce qu'il est encore possible de vivre sur un mode en fait de séparation ou de considération de notre milieu comme étant un décor? La réponse est oui. C'est malheureusement, comment dire, exactement la situation dans laquelle nous sommes. J'allais, comment dire, bref. Le prototype, c'est Musk. Croire d'une certaine façon qu'effectivement, finalement, le milieu dans lequel nous sommes n'est qu'un décor. Un jour, peut-être, on vivra ailleurs, et en attendant, on satellise. Mine. Pardon ? Une mine. Voilà, une mine. Et en fait, la nouvelle mine, pour lui, c'est en plus... C'est Mars, mais c'est ce qui n'est pas encore approprié. Alors, pas le petit bonbon, on est bien d'accord. Oui, on est d'accord. Voilà. Mais en fait, donc autrement dit, cette vraie question, c'est qu'il y a un peu un paradoxe. C'est qu'en fait, le système sociotechnique dans lequel nous sommes est un système qui est construit sur l'idée que, précisément, d'essayer de prendre le plus d'autonomie possible, ou d'indépendance plutôt possible à l'égard du milieu, parce que les milieux dans lesquels nous sommes sont des milieux qui sont parfois inquiétants. On le dit parfois, la nature ne fait pas toujours bien les choses, même si la catégorie de nature est douteuse, mais au fond, une partie de l'histoire de la modernité, c'est quand même l'histoire d'un rapport à un milieu qu'on veut maîtriser et qu'on maîtrise par la métrique. C'est-à-dire, en fait, on réduit tout à des indicateurs qu'on veut contrôler et qu'on veut gérer. Et donc, oui, c'est possible. La question, c'est est-ce que c'est vivable, un moyen, court ou long terme, hein. Et donc, cette question-là, immédiatement, on a l'impression que ça tient et on est en train de voir que ça craque, hein. Et donc, si ça craque, bien la question, c'est effectivement quel type de... Il y a un humain qui veut rentrer. Il y a un humain qui vend. Une humaine. Et en fait, donc, la question, effectivement, c'est de réinterroger... qu'est-ce que ça veut dire, effectivement, prendre soin du monde, hein, oui. Et donc, par rapport à ce que disait Evelyne, il faut commencer par le petit bout, hein. Alors, très rapidement, j'ai évoqué Elon Musk. Quel est le contraire d'Elon Musk, hein? L'antipode d'Elon Musk, c'est-à-dire, enfin, Musk, on s'en fout, mais je veux dire qu'en fait, du prototype, c'est une image. Ouais, du prototype qui représente, en fait, de l'icône, je ne sais pas si c'est le mot juste. En fait, ce qui représente, c'est une certaine façon de concevoir l'histoire de la technique, qui est que l'histoire de la technique, elle est d'autant mieux réussie qu'elle est dans l'innovation, dans le lisse, dans l'arrachement aux dépendances. C'est l'histoire, finalement, de la fusée, de ce point de vue-là, ou bien le satellite, c'est le modèle typique de ça.
à Clairvive, quel modèle, en fait, sociotechnique on présente? Des gens qui prennent soin de leur milieu, qui courbent l'échine, comment dire, sur la terre, ou des gens qui réparent. Bref, il y a un livre récent de Denis et Ponty, donc des sociologues des techniques, qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle Le soin des choses, dans lequel ils disent, finalement, nous sommes les contemporains de deux histoires des techniques qui sont concurrentes. Le modèle de l'innovation présenté comme un progrès, mais qui est construit sur le modèle de l'obsolescence, le modèle en fait qui est construit sur le modèle extractiviste d'une certaine façon, toujours plus vite, bientôt le nouveau dispositif technique. Donc c'est un modèle, qu'on croit linéaire, il n'est pas si simple que ça en fait. Et en fait, face à cela, il y a un autre modèle qui est le modèle de la réparation, de la maintenance, du soin des choses. Et en fait, ce modèle, jusqu'à présent, il est minorisé. Et où est-ce qu'il est minorisé? Soit on dit ceux qui vont s'occuper de ça, c'est ceux qui n'ont pas vraiment conquis la vraie histoire des techniques. Donc, autrement dit, soit les pays d'Afrique subsaharienne qui gèrent nos déchets ou qui inventent en fait de la bidouille. Donc, bref, on va présenter comme bidouille ce qui sont les savoir-faire techniques subtils, ou bien des populations qu'on considère, on va le dire entre guillemets, mais au fond, les populations type ESAT, on dit on va vous confier des tâches de maintenance, parce que ce n'est pas des tâches nobles. Bref, donc au fond, qu'est-ce qui se passe quand on pense que l'histoire des techniques, où est la noblesse en fait, du geste technique? Est-ce qu'elle est uniquement dans l'innovation, ou est-ce qu'elle est dans l'art aussi de réparer, de maintenir? Qu'est-ce que c'est que la maintenance du monde? Et finalement, une partie du travail, c'est à ça qu'elle porte attention, c'est toutes ces pratiques de maintenance qui, pour prendre soin du monde, prennent soin des choses, et pour prendre soin des choses, prennent soin des humains. Toutes nos vies, tous autant que nous sommes, au fond, que serions-nous sans les dispositifs de maintenance que nous avons invisibilisés? Donc en fait, il y a... Voilà, je m'emporte. Non, vous emportez pas, c'est tout à fait intéressant. Là, je voulais revenir un peu à la question de la photographie, Yveline, puisque vous avez écrit aussi dans ce livre un très joli texte, et vous évoquiez que vous partagez la manière de faire du photographe allemand August Sander. Et donc, quelle est cette manière ? Alors, la première manière, évidemment, c'est la lenteur. La lenteur, c'est-à-dire que c'est un travail photographique qui s'inscrit dans des travaux long cours, donc souvent plusieurs mois, dans le cadre de résidences par exemple, c'est-à-dire que je ne photographie jamais des personnes que je ne connais pas et qui ne me connaîtraient pas, donc une réciprocité en tout cas de relations. Donc c'est beaucoup de temps, de discussion, de conversation, de partage. Et puis c'est aussi un face-à-face. Chez Sander, il y a cette question de la frontalité qui est importante et qui est, me semble-t-il, chez lui aussi une question presque morale, c'est-à-dire qu'on est l'un en face de l'autre. Ça suppose que moi, je travaille en argentique, sur pied, avec des films, et donc l'appareil photo est en face de la personne, et on est dans une égalité. C'est quelque chose auquel je suis extrêmement attachée. La question de l'égalité, donc dans un face-à-face. Et ça, c'est vraiment la leçon aussi d'August Sander. L'autre leçon d'August Sander, c'est le fait qu'il disait partager avec ses modèles la fabrication de l'image. C'est-à-dire qu'on est dans Olivier Lugon, qui est donc un historien de la photographie, qui a écrit un ouvrage sur la photographie documentaire, évoque à ce propos d'une sorte d'autoportrait assisté. Donc le modèle, on pense par exemple à cette photo qui est extrêmement connue de ce cuisinier qui est face à nous avec une grande marmite en cuivre et qui se tient vraiment debout. La question d'être aussi debout, c'est quelque chose d'important dans la manière de se tenir face au photographe, mais aussi face au spectateur. C'est aussi ça la leçon d'August Sander. Donc je suis très attachée aux pratiques collaboratives
collaborative, où en fait, voilà, moi j'ai appris des choses sur la manière dont se nourrissent les poules dans les champs à Clairvivre, et j'ai appris des choses aussi à cet ouvrier qui travaillait à la ferme sur un film en argentique, la vitesse d'obturation. Enfin voilà, on est dans quelque chose qui renvoie à une véritable relation. Donc c'est un peu ça, cette question. Donc on travaille après sur où est-ce qu'on s'installe, qu'est-ce qui paraît le plus intéressant pour faire l'image en fonction du geste, puisque le geste c'est quelque chose d'important, le geste professionnel, mais aussi la manière dont le corps nous donne à voir des choses sur la personne, sans qu'on soit dans une relation d'impudeur, mais tout à fait l'inverse. Donc voilà, c'est une co-construction en fait. C'est une co-construction. Et vous, de votre côté, Jean-Philippe Piron, vous évoquez également dans votre texte d'autres photographes, des photographes qu'on pourrait dire de l'Anthropocène, d'une certaine manière, en tout cas tel que l'Anthropocène nous est raconté jusqu'à aujourd'hui, même si les choses sont peut-être en train de se transformer. Voilà, c'était un monde terrible, avec dont vous citez les images de Chris Jordan ou de Edward Burtynsky, donc des images abominables d'une terre éventrée justement par un extractivisme absolument délirant, quoi, où ces albatros morts d'avoir trop ingurgité nos déchets, en particulier plastiques, mais pas que. Enfin, vraiment, c'est terrifiant. On a l'impression qu'il y a plus de poids de déchets que de poids animal dans ces photographies. Et donc, ces images, moi, je les connaissais, et j'imagine que Evelyne Loiseur les connaissait également. Et j'ai trouvé qu'elle contrastait, que le travail d'Evelyne, justement, était il y avait beaucoup de douceur. Alors qu'en réalité, je pense qu'on parle du même monde. Et une douceur qui n'est pas une mièvrerie. J'aimerais qu'on parle un peu, Jean-Philippe Piron, de cette question de la douceur pour dire les choses, les regarder en face, debout, comme disait Evelyne Loiseur tout à l'heure. Oui, et en fait, c'est important ce que vous dites, de la douceur n'est pas une mièvrerie, comme le soin n'est pas sirupeux. En fait, on a, avec ces catégories, en fait, on peut très facilement les qualifier de fleurs bleues. Mais si ce sont des fleurs bleues, il faut questionner où sont nos fleurs du mal. Et donc, je dirais en fait que, effectivement, si la douceur, c'est pas une mièvrerie, c'est une catégorie critique. Et donc, ça pose une question en fait redoutable pour le photographe que je ne suis pas, mais qui est effectivement comment on photographie l'Anthropocène. Qu'est-ce qu'on photographie? Qu'est-ce qu'on documente? Alors effectivement, on peut vouloir le faire en informant, comment dire, sur... Bon, d'abord, il y a un vrai défi, c'est que quand on parle d'Anthropocène, c'est une catégorie, même si on ne va pas revenir sur son épistémologie, mais c'est disons, une catégorie, disons, qui est une catégorie géophysique, donc qui parle en fait de forces qui dépassent tellement nos histoires personnelles qu'il y a une disproportion considérable entre les forces en présence et nos existences personnelles. Et donc le défi, de cette façon, pour le photographe, donc peut-être probablement pour les artistes, c'est comment réussir à faire un événement qui rejoigne une histoire à propos de phénomènes qui sont tellement gigantesques qu'on a l'impression qu'on n'y peut rien, même si on en est pris dans l'affreuse nécessité. Et donc, il y a plusieurs manières de faire. Et donc, peut-être que tous les photographes, dans leur diversité, moi j'aurais tendance à le dire comme ça, parce que c'est qu'ils nous aident à faire le passage entre des informations qu'on a sur l'Anthropocène pour que ces informations deviennent des événements. C'est qu'en fait, des choses, Jean-Pierre Dupuy, on a dit on n'arrive pas à croire ce qu'on sait. Et bien, de cette façon, les photographes, avec d'autres, nous aident à faire le passage entre ce qu'on sait de l'Anthropocène et ce qu'on n'arrive pas à en croire en nous demandant par où on entre, par quelle porte on entre, par où on entre. Et comment on entre? Eh bien, on y entre, je dirais, par le corps du photographe. Ce qu'il y a derrière, en fait, les photos d'Yveline, c'est les rencontres, mais le fait d'avoir été là, de s'y être installé. Alors, de même, les deux autres photographes que j'évoque, qu'on a évoqués là, aussi, comment on se retrouve photographe là. Donc, on dit la question, donc par mon corps, à un moment donné, je fais atterrir des questions
sans cela abstraite. Mais effectivement, on peut le faire soit en documentant la violence du moment extractiviste, et si on veut en rajouter, on parle aujourd'hui de nécro-capitalisme. Nos cultures sont des cultures pour produire du vivant qui repose sur de la mort. On a commencé par là tout à l'heure, et on ne peut pas le négliger. Nous scions l'arbre sur lequel nous sommes, bon, on le sait. On ne le croit pas, mais on le sait. Bon. Donc il y a ça. Et puis, donc c'est une façon de faire qui est décisive, je crois, mais qui n'interdit pas d'autres façons de faire. Et donc une autre façon de faire, dans le même esprit, donc c'est finalement ce qu'on pourrait appeler une écologie de l'attention. Il y a une forme d'écologie de l'attention qui s'y engage, et de fait, Yveline parle de lenteur. En fait, nous consommons des images, y compris de l'Anthropocène, qui, à force de les consommer, ne nous touchent plus. C'est ce que Adorno a appelé l'atrophie de l'expérience. Finalement, nous sommes anesthésiés, qui fait de telle sorte que on voit une image d'horreur remplacée par une autre image d'horreur, et d'ailleurs jusqu'à ce qu'on ne veuille plus écouter les infos, ou qu'on se dise, si possible, une autre horreur un peu plus horrible. Et en fait, pour pouvoir rentrer dans le travail d'un photographe, on est obligé de mettre de la lenteur. Aujourd'hui, on consomme de l'image, on en scrolle, je ne sais plus combien, on dit, je crois, je ne sais pas combien de mètres d'images on voit par jour sur nos téléphones. C'est monstrueux quand même. En fait, donc, qu'est-ce que c'est qu'une écologie de l'attention? C'est soudain ralentir pour se laisser regarder par une image. Se dire que ce n'est pas moi qui la regarde, c'est elle qui me regarde. Mais pour pouvoir faire ça, il faut accepter de ralentir. Alors, il faut y aller dans une galerie, par exemple, mais il faut de l'énergie. Pour se dire, finalement, je vais aller non pas faire une expo, mais je vais me laisser toucher par quelque chose. Et ça, me laisser toucher par quoi? Soudain, par une rencontre, une entrée dans l'intimité d'un monde. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une écologie de l'attention? Je pense, de ce point de vue, dans le travail d'Yveline, c'est une tentative, d'être en prise avec des relations sans exercer sur elles une forme d'emprise, une sorte de maîtrise, justement. C'est-à-dire qu'en fait, rentrer dans la fragilité d'un monde, non pas parce qu'il est fragile, mais parce que c'est le monde. Pas le monde à ma portée, mais le monde en fait qui me porte. Et ça, photographier l'Anthropocène, c'est à chaque fois du fugace, du non reproductible, parce qu'effectivement, une ombre portée un matin ou un soir, une vapeur d'eau sur une vitre, une poule dans les bras de son éleveur, ça ne se reproduit pas, il y a de la contingence. Donc, bref, photographier de la contingence, photographier de la surprise, dans une société, en fait, qui est une société du risque, qui ne veut pas la surprise, parce que toute surprise est, a priori, une mauvaise surprise. Mais au fond, la surprise, c'est la vie. La surprise, c'est la vie. On va terminer par une phrase qui est, je crois, dans votre tête. Je finis par ne plus savoir. Jean-Philippe Piron, j'aimerais que vous puissiez y répondre tous les deux. Qui dit, alors je l'ai un peu tronqué, vous me pardonnerez, tout l'art est de ne pas faire oublier l'histoire dans le cliché. Et voilà, j'aimerais que vous puissiez réagir à ça. Que l'art est de ne pas oublier l'histoire dans le cliché. Le cliché au sens de la photographie, bien sûr. L'histoire du lieu, effectivement, à ne pas oublier, mais on n'a pas évoqué en fait tellement la question de l'architecture, mais c'est aussi parce que dans le travail que j'ai réalisé à Clairvivre, finalement l'architecture est devenue une sorte de machine de vision, c'est-à-dire un élément qui permet de voir. C'est-à-dire il y a des bâtiments très hauts dans lesquels on grimpe, on a une vue à chaque fois. C'est aussi le passage par la question du corps du photographe. Donc on est à chaque fois à un étage différent dans ce bâtiment et la vision change. Donc c'est aussi expérimenté par le corps du photographe. Et il y a aussi dans cette idée d'histoire, là aussi, la question dont l'histoire, non plus tellement du lieu, mais sa propre histoire, l'histoire par exemple des images, va
investir aussi l'imaginaire du photographe. C'est-à-dire qu'à Clair-Vive, par exemple, pour moi, l'histoire, c'est l'histoire aussi de la peinture. Je cite dans le texte notamment Jean-François Millet, qui a beaucoup peint donc, le monde de la campagne, avec une très grande... D'une campagne au travail, beaucoup. D'une campagne au travail, effectivement, les semeurs, par exemple, les glaneurs, voilà, les glaneuses, l'angélus. Effectivement. Donc, à la fois avec beaucoup d'humanité et une forme d'humilité du peintre aussi, avec une qualité de lumière et d'ombre dans la manière de les mettre en peinture. Donc j'ai pensé à ces histoires aussi des images, et puis aussi vous évoquiez donc les vêtements. On peut penser aussi à Fernand Léger avec les constructeurs, par exemple, avec ses couleurs extrêmement fortes, la monumentalité des corps, et puis aussi dans les loisirs, puisque Clair-Vive, c'est aussi une vie de travail, mais aussi de repos. Donc toutes ces histoires-là peuplent aussi l'imaginaire du photographe. Et puis les histoires aussi, s'il fallait aller voir du côté des vies minuscules, ça nous rappellera un écrivain par exemple. C'est aussi les vies minuscules qu'on tisse avec la vie au quotidien à Clair-Vivre. Donc c'est un petit peu, on peut évoquer aussi tout ça peut-être je sais pas, en paraphrasant un poète comme Francis Ponge qui disait qu'il proposait à chacun l'ouverture de trappes intérieures et le voyage dans l'épaisseur des choses. Et quand Jean-Philippe parlait d'une complexité des images, c'est ça aussi qu'il faut noter, cette manière de dessiner des portraits, mais aussi des portraits d'humains et aussi des portraits de fleurs, d'herbes. C'est aussi ce qui nous donne une complexité dans la représentation du monde et de la relation à l'autre. Merci. Jean-Philippe Piron, peut-être, sur cette question d'histoire dans le... Oui. Alors, dans le cliché. Oui, je me dis, la ruse du photographe, on parlait d'histoire et elle parle d'espace. Ouais. Je ne l'ai pas fait remarquer, mais j'ai vu la ruse. Mais oui, et en fait, c'est effectivement important cette question de la spatialité aussi. C'est vrai, parce que oui, je me disais ça, en fait, quand on parle d'espace, finalement, qu'est-ce que c'est qu'une architecture, je ne vais pas répondre à cette question, mais de cette façon, on voit très bien qu'une architecture, si elle est bien faite, elle nous porte dans le monde. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas simplement dans une architecture, c'est comment elle nous aide à aller au monde. Parce qu'on n'est pas dans l'espace, c'est comment nous sommes, comment elle nous rend capables d'espace. Et donc, ce que tu viens de parler, c'est de ça. Mais donc, je vais me concentrer sur la question des histoires. En fait, je trouve cette question que tu poses, en fait, c'est une question que nous pourrions nous poser, chacune et chacun. C'est qu'en fait, quand nous disons « je », quelle histoire racontons-nous pour dire qui nous sommes, qui inventons-nous au banquet de nos récits? Dans nos histoires de vie, serions-nous qui nous sommes sans qui? Sans les rivières, sans les arbres, sans les forêts, sans la qualité des vents et des eaux, sans bien sûr les humains, mais aussi sans tous les vivants en fait, avec lesquels nous sommes. Il y a cette question-là. En fait, nous nous racontons des histoires aux deux sens du terme, c'est-à-dire qu'à la fois fantasmagoriques et à la fois au sens de nos histoires de vie. Nous racontons des histoires qui sont parfois des histoires mutilées, parce qu'on pense que si on commence à dire que pour être qui nous sommes, ce qui nous a aidé à être dans l'être, c'est aussi le chat qui nous accompagne ici, dans l'endroit où nous nous trouvons. Si on commence à dire ça, en fait, on questionne la manière qu'on a dans nos sociétés de fabriquer des récits officiels de soi.
Et en fait, une manière, c'est la question du curriculum. Nous racontons nos vies dans des récits qu'on pense devoir être des récits officiels, mais qui se payent du prix d'une occultation de toutes ces infinités de liens qu'on trouve un peu ridicules, qu'on pense que les autres vont peut-être trouver ridicules, mais qui intimement nous tissent. Et donc, quand nous disons de quoi sont faites nos histoires, il y a un appel à les élargir. Et donc, ne pas oublier l'histoire dans l'image, c'est effectivement de dire finalement que le travail d'Yveline, il invite à élargir l'espace de nos récits, en disant qu'elles sont faites d'entre-là, pas toujours nommées, il ne s'agit pas d'être dans l'impudeur, mais pas oubliées. Pas oublié. Écoutez, je vous remercie tous les deux, Evelyne Loisser et Jean-Philippe Pierron, d'avoir accepté cette conversation. Je remercie les merveilleuses éditions 205 et la non moins merveilleuse librairie L'Œil Cacodilate qui est venue jusqu'à nous, et puis Françoise Besson et sa galerie qui nous a offert la possibilité d'enregistrer cette heure dans ce très bel espace, entouré d'autres images d'Yveline Loisser. Voilà. Et puis surtout, achetez ce livre. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour la qualité des questions. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.